L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance. La protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Nous avons le plaisir de recevoir dans l'entretien aujourd'hui Saïd Jabel Khair, islamologue Saïd Jabel Khair, qui nous a fait le grand plaisir de nous rejoindre à Radio M après avoir assisté hier à la présentation de l'étude de fanzone.dz, le nouveau site dédié à l'actualité des réseaux sociaux qui a été lancé par l'agence Interface Média hier, lequel nouveau site a débuté en fanfare avec une étude sur les consommation religieuse des Algériens sur les réseaux sociaux, en particulier Facebook. Une étude qui a restitué 3 résultats, on va les consommer. Auparavant, on va vous souhaiter bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Merci donc beaucoup d'être avec nous. Donc les 3 résultats qui ont été, qui ont émergé, que je résume pour vous, amis auditeurs, hier, qui ont été présentés hier donc à cette occasion, sont l'Algérie est le pays arabe qui est le plus friand des contenus religieux par rapport à sa taille de population, donc sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, les Algériens sont fans des pages religieuses saoudiennes en quantité plus importante que les Saoudiens eux-mêmes. Troisièmement, 24% des Facebookers algériens sont fans de la page du prédicateur égyptien Amr Khalt. Voilà, c'est 3 tendances, 3 résultats. Il y en a plein d'autres, donc j'invite les amis auditeurs à aller sur www.fanzone-im.dz pour trouver tous les résultats de cette étude livrée en arabe. Le site est en arabe. Nous vous souhaitions avec vous, Saïd Jabel Khair, essayer d'analyser un peu ces résultats. D'ailleurs, première question, est-ce que vous êtes surpris par ces résultats? Voilà. Non, en fait, je ne suis pas surpris pour la simple raison que nous, Algériens, et depuis longtemps, nous avons été chercher des discours religieux à l'étranger. C'est-à-dire, depuis, on va dire, depuis l'indépendance, et même avant, depuis la colonisation, on a perdu confiance en notre référent religieux local. Parce qu'il faut savoir qu'après la colonisation, l'effet de la colonisation a fait que beaucoup d'oulémas, d'érudits, se sont exilés, surtout en Orient, en Syrie, en Égypte. Donc, il y a eu l'exode des oulémas et le peu qui sont restés, ne faisaient pas, c'est-à-dire ne pouvaient pas répondre à tous les besoins religieux de l'Algérie. On va préciser cette idée avec vous parce que c'est le cœur peut-être de la réponse. Oui. Mais auparavant, quand vous dites que vous n'êtes pas surpris, vous n'êtes même pas surpris par la proportion. Parce qu'il y a quand même un écart très important. Il y a eu dans cette étude aussi l'évocation des pages Facebook religieuses algériennes il y en a juste 3 qui sont dans le classement des 500 pages les plus fréquentées par les Algériens. On parle des pages algériennes. Donc ça reste extrêmement faible. Cet écart quand même, on le soupçonnait pas, les Algériens qui fréquentent les pages Facebook saoudiennes plus que les Saoudiens eux-mêmes. C'est quand même assez spectaculaire. Oui, mais c'est quand même c'est à cause peut-être aussi de l'Arabie Saoudite, c'est un référent central, religieux central pour les sunnites. Ne l'oublions pas. Donc, il y a l'influence saoudienne, l'influence des oulémas saoudiens par rapport à ça. Donc, et puis, de tout temps, nous avons fait, c'est-à-dire l'islahisme, par exemple, a de tout temps fait l'éloge des érudits saoudiens, des oulémas saoudiens. Donc, nous avons toujours été, on va dire, impressionné, voilà, je cherchais le mot. On a toujours été impressionné par le savoir religieux saoudien, celui qui étudie en Arabie Saoudite et qui revient, donc il est vénéré, il est écouté, il est du fond même sacralisé. Donc, une question méthodologique quand même, Monsieur Saïd Jabel Khair. Il y a c'est une conférence de presse, présentation publique. D'ailleurs, si vous permettez, il y a une idée reçue et très répandue, c'est que l'ilm saoudia, l'ilm des shara'i, c'est saoudia, c'est-à-dire en Algérie, vous allez trouver peut-être
80% des gens qui sont religieux, pratiquement religieux et pratiquants, vous diront que l'ilm shara'i fait Saoudia. Ça, c'est très, très connu. Et même même les années 80, quand le ministère des Affaires religieuses envoyait des étudiants, des Algériens, des jeunes Algériens pour aller étudier la religion, ils ne les envoyaient pas à Al-Azhar, ils les envoyaient en Arabie Saoudite. D'accord. Et moi-même, j'ai reçu cette proposition, j'ai refusé. J'étais au lycée, je suis pas allé, je suis pas parti. Bon, pour des raisons. Oui, donc c'est important de le souligner. Oui. Je voulais juste, question méthodologique, durant la conférence de presse hier, il y a des journalistes qui ont un peu mis en doute, contesté la validité d'un tel sondage. En fait, c'est une étude sur les pages Facebook. Hein. Oui. Bon, c'est une étude sérieuse, mais elle dit ce qui se passe sur Facebook. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'en gros, c'est l'orientation en dehors de Facebook des Algériens, c'est la même est-ce qu'on peut dire que c'est représentatif des pôles d'intérêt, des tendances de consommation religieuse des Algériens? Ou est-ce que, comme certains l'ont dit, ce n'est que Facebook et que ça ne représente pas en réalité la cartographie des opinions en Algérie? En tout cas, même si ça ne représente pas la quasi-totalité de la réalité, mais ça, quand même, c'est représentatif parce que qui est sur Facebook? C'est les jeunes générations qui sont sur Facebook. Sinon, le reste, ça va être les 60 ans et plus. Mais les générations vivantes, les générations actives sont sur Facebook. 21 millions de comptes, on peut le rappeler. Pour moi, c'est représentatif. 21 millions de comptes. Quand même, c'est pas rien. C'est pas rien. Alors, vous venez d'évoquer l'Azhar et Saoudia. Oui. On a eu dans la présentation par Younous Saadi pour fanzone.dz hier, ce distinguo. Il existe deux grandes sources de référents pour les Algériens, c'est justement l'Arabie Saoudite en premier et l'Égypte en second. Est-ce qu'il y a une différence de contenu entre ces deux pôles? Oui, il y a quand même une différence considérable parce que d'abord le référent égyptien c'est d'abord l'Azhar. L'Azhar de tout temps a été on va dire dans la doctrine ash'arite, c'est-à-dire le madhab al-ash'ari qui est le même, c'est le même référent algérien en matière de théologie, c'est-à-dire en matière de dogme, si vous voulez. Donc, et sur le reste, c'est-à-dire sur la pratique, l'Azhar adopte toutes les écoles de jurisprudence de fiqh, malikisme, shafi'isme, hanbalisme et hanafisme. Donc, et l'Azhar est réputé aussi pour être plus ou moins modéré. Bon, bien sûr, pas sur toutes les questions. Des fois, l'Azhar, il est très extrémiste, mais en général, en majorité, il est quand même comparé à la source. Oui, comparé au référent saoudien, l'Azhar, il est très modéré. D'accord. Par contre, les Saoudiens sont rigoristes. Les Saoudiens, c'est des wahhabites. Les Saoudiens, quand je dis les Saoudiens, je parle des oulémas. Oui, bien sûr. Des oulémas, et je parle de l'orthodoxie parce qu'il faut savoir aussi qu'il existe des oulémas en Arabie Saoudite, c'est-à-dire marginalisés, à qui on ne donne pas la parole et qui ne sont pas médiatisés, etc., parce qu'ils sont contre l'orthodoxie. C'est des hétérodoxes. Donc, mais l'orthodoxie, c'est-à-dire le discours religieux officiel en Arabie Saoudite, c'est un discours wahhabite, rigoriste, très, très extrémiste. Mais tout de même, une nuance, toujours pour rester proche de cette étude qui nous a donné l'occasion de cet entretien. C'est pas l'Azhar qui est recherché par les Facebookers algériens. Ce sont les Facebookers, oui. les ulama égyptiens qui sont. Alors, on a entendu dans le débat d'hier. Qui sont des fois en contradiction avec l'Azhar. Qui sont souvent en contradiction et qui sont aussi matinés de positions politiques. On parle des frères musulmans, notamment. Oui, exactement. Versus Salafia en Arabie Saoudite. Oui. Non, en Égypte, le choix religieux, il est assez large. Je dirais même qu'il est très large. C'est-à-dire, vous avez le discours officiel de l'Azhar, qui est le discours de l'État égyptien. C'est l'Azhar et Paris, il parle au nom de l'État égyptien. Donc, c'est le discours de l'État, officiel de l'État. Bon. Vous avez aussi le discours des frères musulmans, c'est-à-dire le discours officiel des frères, parce que les frères musulmans, ils n'ont pas qu'un seul discours. C'est ça le problème. Les frères musulmans ont leur discours officiel, c'est-à-dire qui est présenté, qui est représenté par le Mourchid al-Am, c'est-à-dire le guide principal de la confrérie.
Mais sinon, il y a d'autres discours parallèles qui relèvent des frères musulmans, mais qui ne sont pas officiellement adoptés. Je prendrai par exemple l'exemple de Sayyid Qutb. Sayyid Qutb a toujours été officiellement adopté par les frères musulmans, mais dès qu'il y a eu cette affaire de l'organisation secrète armée paramilitaire qui a été découverte par les services de Nasser, de Raïs Jamal Abdel Nasser, etc., et qu'après c'est-à-dire qui était la raison pour laquelle Sayyid Qutb a été exécuté, condamné à mort. Donc après cela, les frères musulmans se sont séparés du discours de Sayyid Qutb. Mais au fond, secrètement, ils adoptent toujours Sayyid Qutb. Mais officiellement, ils disent que non, Sayyid Qutb, c'est pas nous. Donc, et d'ailleurs, ils ont écrit, leurs théoriciens, entre autres Al-Qaradawi, ils ont écrit des livres, des ouvrages pour discréditer Sayyid Qutb et le discours de Sayyid Qutb comme étant non représentatif, conforme à l'orthodoxie des frères musulmans, à l'orthodoxie religieuse des frères musulmans. Donc, et vous avez aussi, en Égypte, vous avez des frères musulmans qui ne sont pas officiellement des frères musulmans, mais au fond, c'est des frères musulmans. Tel que Amr Khalid, par exemple. Amr Khalid, c'est un frère musulman. Mais c'est un frère musulman qui a mis, comme qui dirait, de l'eau dans son vin. Donc, il a diminué la concentration du discours. Très bien. Alors, pour vendre, bien sûr. Alors, Saad Jabal Khair, face à cette multiplicité de l'offre des référents religieux qui nous vient et des discours qui nous viennent de l'étranger, avec toutes les subtilités que vous venez d'effleurer, que propose la scène algérienne? Que propose aujourd'hui? On va revenir sur sa faiblesse, mais aujourd'hui, au moment où nous parlons, qu'est-ce qu'elle propose? Eh bien, pas grand-chose. Pas grand-chose. D'abord, nous avons un discours officiel religieux qui n'est pas clair. On nous parle, par exemple, de malikisme, de ash'arisme, de soufisme. Pour moi, ce que je vois, ce que j'entends tous les jours, la majorité des Algériens ne savent pas qui est l'imam Malik. Ils ne connaissent presque rien de sa vie et encore moins son école. Le malikisme, il est très méconnu en Algérie. C'est-à-dire, l'ash'arisme, c'est encore pire parce que Abou Hassan al-Ash'ari, je pense que 95% des Algériens, mais c'est moche bien. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas trop. Imam Abou Hassan al-Ash'ari, qui est. Alors qu'ils fondent le cœur de la théologie à laquelle ils se réfèrent. Voilà. Donc, qui est enseigné dans les mosquées depuis des siècles. متن ابن عاشر في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. Alors le soufisme, là aussi, c'est un problème. Il y a une minorité, vraiment très très petite minorité d'Algériens qui sont connaisseurs du soufisme, c'est-à-dire, ou alors qui ont un minimum de connaissances qui se rapportent au soufisme. Sinon, la quasi-majorité vous diront que le soufisme, c'est même s'ils ne vont pas dire que c'est du charlatanisme ou c'est de l'associationnisme, shirk, etc. Ils vont dire que, je sais pas, c'est les gens qui s'habillent ils se sauvent, c'est-à-dire ou alors les ascètes, donc zuhad, les gens qui vous avez commencé qui rejettent tout ce qui est matériel, tout ce qui est aspect matériel de la vie. Oui. Information au passage, la page Facebook la plus suivie donc de contenu religieux, c'est celle de l'université Emir Abdelkader de Constantine, quelques centaines de milliers de fans. Il n'y a aucune page de contenu religieux algérien qui dépasse le million de fans. C'est ce que révèle cette étude. Cette faiblesse, vous venez d'expliquer, elle vient notamment du choc colonial qui a affaibli la production des contenus. Mais il y a un point de vue qui dit qu'avant l'arrivée de la France, l'Algérie, ou le territoire algérien à l'époque, n'était pas particulièrement connu pour être un producteur de contenu de théologie. Vous dites que non. Vous dites que c'était pas le cas. C'est pas vrai parce que si on se réfère à l'histoire, on trouve qu'il y avait des universités religieuses en Algérie avant la colonisation qui étaient bien plus solide que l'Azhar, et bien plus solide que Zaytouna, et bien plus solide que le Qarawiyyin. Nous avions Challata, nous avions Mazouna, nous avions pour ne citer que ces deux, mais Mazouna, il y en avait d'autres aussi. Dans la plaine de Chlif à l'ouest, et Challata en Haute-Kabylie. Parce que avant la colonisation, il y avait une ibara كانت شائعة عند زاري يقول لي النوض الاخر يقول واش تقليد في شلاطه.
C'est-à-dire celui qui prétend connaître, avoir des connaissances, c'est-à-dire Shalata, elle était plus connue et plus, c'est-à-dire Très bien. Donc, plus solide que le l'Azhar. choc colonial a provoqué l'évasion des des ulémas, donc vers l'Orient, etc. Mais depuis l'indépendance, pourquoi on n'a pas réussi à recrédibiliser la production nationale du discours religieux? S'il vous plaît, avant ça, juste un petit détail quand même qui est important. Avant la colonisation, dans ces universités-là que je viens de citer, il y avait des bibliothèques dans plusieurs langues. Il y avait des bibliothèques, des livres en arabe, des livres en turc et des livres en persan qui étaient lus. C'est-à-dire on lisait, les érudits algériens religieux lisaient le persan, l'arabe et le turc. Donc, ces manuscrits, ils ont été... Donc il y a un élan qui s'est incontestablement brisé à cause de l'occupation coloniale. Oui, il y a eu une rupture. Il y a une rupture historique, épistémologique. D'accord. Les Algériens se sont donc mis à chercher ailleurs, la consolidation de leurs référents religieux. Alors, ma question, j'y reviens, c'est depuis l'indépendance, on n'a pas réussi à renouer le fil rompu. Est-ce qu'on a eu tort de cesser de nous appuyer sur les zaouiyettes? Est-ce que l'élan moderniste, entre guillemets, des ulémas, donc de l'association des ulémas, n'a pas finalement créé une rupture dans l'islam populaire qui aurait peut-être permis de rester proche de référents algériens? Exactement, c'est ce que je dis toujours. Les ulémas, malheureusement, c'est une réalité historique. Ils ont importé un discours oriental, un discours mi-wahhabite, mi-frères musulmans, nos, et ils ont combattu et farouchement combattu le soufisme. Le soufisme qui... Mais pas seulement, ils ont combattu tout ce qui est islam maraboutique, ce que Fanny Colonna explique dans ses livres comme étant l'islam extatique, l'islam de l'extase. Oui, mais l'islam maraboutique, c'est le soufisme. C'est seulement. Oui, c'est pas autre chose. C'est le soufisme. Certains disent que non, les oulémas ont combattu les aspects associationnistes, c'est-à-dire shirk du soufisme, mais au fond, ils ont combattu le soufisme. Et pas, c'est-à-dire... Vous considérez qu'une confrérie comme Rahmaniya, elle est d'inspiration soufiste? Rahmaniya, oui, c'est une voie d'initiation soufie. Rahmaniya, la Tijaniya, l'Alawiya, toutes les confréries qui existent en Algérie, c'est des voies d'initiation soufis authentiques et qu'on ne peut pas, voilà. Donc, je ne dis pas qu'elles ne sont pas critiquables. Hein. Non, on a bien compris. Non, c'est pas le soufisme n'est pas une connaissance absolue. Complètement. Elle est critiquable. On essaie de comprendre pourquoi l'islam algérien a perdu confiance en lui-même. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et pourquoi il n'a pas réussi à se reconstituer cette confiance une fois le colonialisme parti. Et donc justement, l'islahisme, il a combattu le soufisme, mais il n'a pas donné d'alternative. Où il est maintenant le discours de l'islahisme? Où il est? Bembadis et les autres. Où est le discours de ces gens-là? Donc, il n'a pas produit d'épigones. Il n'a pas produit une descendance intellectuelle. Voilà, il n'a pas produit de relève, il n'a pas produit un vrai discours qui soit convaincant, qui puisse constituer un vrai référent religieux en Algérie. Donc, vous le déplorez? Est-ce que vous déplorez la faiblesse dans cette diversité, parce qu'elle peut être que diverse, de la production religieuse, intellectuelle religieuse algérienne versus domination, influence des étrangers? Hier, le présentateur de cette étude, l'initiateur Youssef Saadi, disait oui, c'est dangereux parce que quand on n'a pas de référent fort en Algérie, on peut avoir le cas de ce qui s'est passé à Gherdaya, une chaîne de télévision wahhabite qui a stigmatisé les ibadites. Mais il ne faut pas s'étonner, parce que nous avons confié nos universités religieuses aux frères musulmans, à Cheikh Al-Ghazali, qui est un frère musulman. C'est lui qui a élaboré les programmes. Nous avons confié à Al-Ghazali, aux frères musulmans et aux wahhabites. Moi, quand j'étais à la fac centrale, après à Kharrouba, nous avions des profs qui ont fait leurs études en Arabie Saoudite, des profs de sharia, c'est-à-dire de hadith, etc.,
qui refusait catégoriquement toute forme de débat. Moi personnellement, j'ai été des fois exclu d'un module parce que j'ai osé débattre d'un sujet concernant la femme avec un prof qui a étudié, je ne citerai pas son nom, qui a étudié en Arabie Saoudite, qui est très connu, qui est مشهور بزاف معروف salafi في الجزائر. Donc c'est incroyable. Et il y a eu des appels pour la réforme de ces programmes, mais ces appels-là sont restés sans réponse, sans suite. Oui. Alors, donc vous dites... Et à ce jour. Et donc l'hémorragie continue et persiste à ce jour. Il faut réformer ces programmes. Ce n'est pas normal que dans une université religieuse, il n'y ait pas de module de philosophie, de modules sur la communication, de modules sur... Ce qui existe dans les grandes universités islamiques. Ben oui, allez voir les programmes pour comparer, allez voir par exemple les programmes du Vatican. Allez voir les religieux qui sortent du Vatican, qu'est-ce qu'ils étudient? Comparé avec ce qui est enseigné chez nous. Mais c'est c'est éphémère, c'est faible, c'est très faible. Ça ne convainc personne, ça ne peut pas construire un vrai référent religieux. Un imam qui, par exemple, qui prêche à la mosquée et chez qui viennent assister des docteurs, peut-être des médecins, peut-être. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Qu'est-ce qu'il a à leur dire? Qu'est-ce qu'il a à leur offrir comme discours? Rien, pratiquement rien. Donc, à part répéter et expliquer les textes traditionnels, les versets du Coran et les hadiths du prophète. À part ça, ils n'ont rien à offrir, ils n'ont rien à dire aux gens. Oui. Alors, justement, que cherchent les gens quand ils vont aussi souvent, 24% des Facebookers algériens qui sont fans de la page d'Amr Khaled, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent des pratiques, des consignes. On pense par exemple à Cheikh Chemsou sur la chaîne Nahar TV. C'est ce type de questions que les gens posent quand ils vont. Qu'est-ce qu'ils cherchent exactement dans le mode consommation de leur vie spirituelle? Je ne sais pas, c'est un avis, ça peut être subjectif, mais c'est mon impression, Bien c'est sûr. à moi. Je pense que les Algériens, d'un côté, ils ne veulent pas se détacher de la religion. C'est clair. C'est-à-dire la religion, c'est un truc auquel ils tiennent. Ils tiennent c'est-à-dire farouchement. Donc, d'un côté. Mais d'un autre côté, ils n'acceptent plus le discours traditionnel religieux. Pas la religion, le discours traditionnel religieux. Parce qu'il ne répond pas à toutes les questions qu'ils posent. Voilà, parce qu'il ne répond plus à leurs besoins, il ne répond plus à leurs attentes, il ne répond plus aux questionnements des générations nouvelles qui sont confrontés aux réseaux sociaux, qui sont confrontés à la mondialisation, qui sont confrontés aux nouvelles technologies, qui sont confrontés aux nouvelles vagues qui existent un peu partout. Je veux dire, par exemple, l'athéisme et d'autres vagues aussi de pensées qui existent en Orient, en Occident, et devant lesquelles ils se sentent désarmés. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas un vrai discours qui peut faire face à cette nouvelle pensée, à cette nouvelle vague qui nous vient d'un peu partout. Alors, on peut dire qu'il y a un continent un impensé. Il y a une pratique religieuse qui est impensée. Justement, pourquoi? Parce que nous persistons à consommer le religieux, alors que le religieux, à l'origine, il devrait être pensé et non pas consommé. Et n'oublions pas que le premier verset qui a été révélé, c'est « Iqra ». Donc, les versets, les textes religieux ne sont pas à consommer, ils sont à penser et à réfléchir. Saïd Jabel Khair, est-ce que l'Algérie n'a pas raté une occasion d'être peut-être un territoire pionnier dans cette action de la refondation de la pensée islamique? On pense évidemment à Mohamed Harkoun, qui est le grand islamologue produit par l'Algérie, qui a invité donc, la communauté à réfléchir sur sa pratique religieuse et à repenser l'islam. Effectivement, nous avons raté une très grande chance d'être un pôle. Parce que, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, à quoi on assiste? Tous les penseurs de l'Orient, les nouveaux, c'est-à-dire que ce soit à l'Orient, que ce soit en Tunisie, que ce soit au Maroc, c'est directement ou indirectement des élèves d'Harkoun.
C'est des élèves de Mohamed Harkoun, ils répètent. C'était tout ce qui est dit maintenant en Orient, ce qu'on appelle l'islam progressiste, etc. Hassan Hanafi, Mohamed Abd el-Jabiri au Maroc, Mohamed Abdelmajid Chourfi en Tunisie. Tous ces gens, tous ces professeurs, tous ces docteurs sont directement ou indirectement des élèves de Mohamed Harkoun. Et le fil conducteur de cette démarche-là, c'est de remettre une rationalité dans la pratique de l'islam. C'est de remettre une rationalité c'est de relire les textes et c'est de revenir à la rationalité des premiers siècles de l'islam, à la rationalité des Mu'tazilites, à la rationalité des philosophes de Ibn Sina, de Farabi, de Ibn Rushd, de Ibn Khaldoun, à la rationalité des soufis aussi. Bon, les soufis n'étaient pas vraiment très rationnels, mais ils étaient quand même, ils faisaient la différence. Ils avaient un esprit de dépassement. C'était des gens qui dépassaient le rituel, qui dépassaient tout ce qui est loi, tout ce qui est canonique, tout ce qui est charia, tout ce qui est orthodoxie. C'est des gens qui étaient pour un dépassement et que malheureusement nous avons à travers l'histoire persécuté, qu'il s'agisse des Mu'tazilites ou des philosophes ou des soufis. Donc Harkoun avait dans ses livres, dans ses écrits, dans ses conférences élaboré un programme très intéressant pour l'école algérienne, pour la réforme de l'école algérienne en matière de contenu et surtout le contenu qui relève de l'intellectuel, de l'intellect, c'est-à-dire de Janb al-Fikri. Mais qui est resté bien sûr lettre morte et on n'a pas donné de suite. D'ailleurs, Harkoun, le pauvre, il a été chassé, sauvagement chassé d'un des séminaires de la pensée islamique par Ghazali Qaradawi parce qu'il avait donné une conférence qui a été, je ne dirais pas mal comprise, incomprise, mais qui a été jugée, négativement jugée, comme vous devez connaître. Absolument. C'est un virage qui a été raté, mais pour l'avenir, est-ce que vous avez quand même un espoir qu'on puisse renouer avec cette possibilité-là, de penser notre pratique religieuse? De toute façon, même si les officiels ne se mettent pas au travail dans ce sens, les nouvelles générations les obligeront à le faire. C'est simple, c'est clair. Monsieur Saïd Jabal Khair, islamologue, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci. Merci à vous. L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance. La protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.